Le joueur d'échecs, partie 5. Le lendemain, tout notre petit groupe se trouva réuni à l'heure convenue. La place du milieu, face au maître, fut évidemment attribuée à McConnor, qui passait sa nervosité en fumant sans arrêt ce gros cigare, tout en surveillant l'horloge avec inquiétude. Mais le champion, comme je m'en doutais, d'après ce qu'on m'avait raconté, se fit attendre 10 bonnes minutes, ce qui ne manqua pas à renforcer les sans-gêne de son arrivée. Il s'approcha de la table, calme et détendu, sans se présenter. « Vous savez qui je suis, et cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes. » semble dire son invincibilité. Il se mit à disposer les pièces avec une sécheresse toute professionnelle. Vu qu'ici, à bord, une partie en simultané était impossible par manque d'échiquier. Il proposait que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, pour ne pas gêner nos délibérations, il irait s'asseoir dans une autre table au fond de la pièce. Dès que nous aurions joué notre coup, nous aurions qu'à frapper sur un verre avec une petite cuillère, vu que, hélas, il n'y avait pas de clochette sur les tables. Il disposait d'un maximum de 10 minutes par coup. Si nous n'avions pas d'objection, comme de timides petits élèves, nous acceptâmes bien sûr toutes ces propositions. Le tirage au sort attribua les noirs à Zventovic. Il joua son premier coup sans même s'asseoir, puis se dirigea aussitôt vers l'endroit où il avait proposé d'attendre et, négligemment accoudé, feuilleta un magazine illustré. Il n'est pas utile de décrire cette partie. Elle se termina évidemment comme elle devait se terminer, par notre totale défaite, après le 24e coup, qu'un champion du monde est balayé d'un revers de la main, une demi-douzaine de joueurs d'échecs d'un niveau moyen ou à peine n'était guère étonnant, bien sûr, mais ce qui nous laisse tout impressionnant déplaisait fut la suffisance avec laquelle Zventovic nous fit tous sentir un peu trop nettement qu'il nous exécutait d'un revers de main. Chaque fois, il jetait sur l'échiquier un regard qui avait l'air superficiel, en nous effleurant aussi négligemment des yeux que si nous étions nous aussi que des pièces de bois inertes. Et cette attitude impertinente rappelait, sans qu'on le veuille, la façon dont il jette un morceau à un chien galeux, en détournant les yeux. Avec un peu de doigté, il aurait pu, je trouve, attirer notre attention sur certaines erreurs ou bien nous encourager par une parole cordiale. Pourtant, même une fois la partie achevée, ce parfait robot des échecs ne proposa pas une syllabe. Après avoir dit « mat », il resta immobile devant la table, attendant de savoir si l'on voulait qu'il dispute une seconde partie. Déjà je m'étais levé et, désarmé comme on l'est toujours face à une grossièreté aussi épaisse, j'entendais indiquer par là qu'avec cette affaire monnayée en dollars, j'avais, pour ma part du moins, épuisé le plaisir d'avoir fait sa connaissance. Quand j'entendis avec dépit McConnor à côté de moi lancer de sa voix très raude « Vengeance !» Je fus même effrayé par son ton provocateur, car McConnor, à cet instant, donnait plutôt l'impression d'être un boxeur sur le point de frapper qu'un gentleman courtois. Était-ce la façon désagréable dont Zventovic nous avait traités, ou simplement son arrogance pathologique et sa susceptibilité? En tout cas, McConnor était méconnaissable, le visage écarlate jusqu'à la racine des cheveux,
les narines dilatées comme sous une forte pression, une transpiration visiblement, et depuis ses lèvres serrées, un pli coupa en deux, un menton tendu, en avant l'air agressif. Je reconnus avec inquiétude dans ses yeux l'éclair de la passion incontrôlée, qui d'ordinaire ne s'empare que des joueurs à la roulette. Quand pour la 6e ou 7e fois ils ont doublé leur mise, ne voyaient pas sortir la bonne couleur. En 7 minutes, je compris que dans son délire d'arrogance, il allait vouloir jouer encore et encore contre Zventovic, en simple ou en double, d'utiliser toute sa fortune, tant qu'il n'aurait pas gagné au moins une partie. Si Zventovic persévérait, il avait trouvé une vraie mine d'or en la personne de McConnor, dont il pouvait tirer quelques milliers de dollars avant de rallier Buenos Aires. Zventovic ne broncha pas. « Je vous en prie, répondit-il poliment. Ces messieurs ont maintenant les noirs. » La deuxième partie ne fut pas différente, sauf que notre cercle avait été renforcé par quelques curieux qui s'étaient un peu animés. McConnor fixait du regard l'échiquier, comme s'il avait voulu magnétiser les pièces par son désir de gagner. Je sentais qu'en le voyant qu'il aurait sacrifié avec enthousiasme quelques milliers de dollars pour avoir le plaisir de crier mat à cet adversaire impassible. Fait bizarre, une partie à son opiniâtre ténacité passait inconsciemment en nous. Chacun des coups fut disputé avec incroyablement plus de passion qu'auparavant. Sans cesse, l'un d'entre nous retenait l'autre au dernier moment, avant que nous soyons d'accord pour donner le signal qui rappelait Zventovic à notre table. Et à notre propre Peu à peu, nous étions arrivés au 17e coup, et à notre propre stupéfaction, nous étions devant une configuration qui semblait étonnamment favorable, car nous étions parvenus à déplacer notre pion de la colonne C sur l'avant-arrière case C2. Nous n'avions qu'à l'avancer en C1 pour faire une nouvelle dame. À vrai dire, la chance un peu trop visible ne nous rassurait pas tout à fait. Nous susceptions tous que Zventovic, bien plus capable d'anticiper sur la situation, nous avait forcément présenté cet avantage que nous semblions avoir conquis à son naissant et pour nous enfermer. Mais malgré nos réflexions et nos après-discussions, nous restions incapables de repérer le piège caché. Finalement, ayant presque atteint le délai imparti, nous résolûmes à risquer le risque. Déjà McConnor allait toucher le pion sur le placer derrière il, quand il se sentit vivement pris par le bras. Quelqu'un lui murmura à mi-basse, avec violence, « Au nom du ciel, pas cela !» Sans le vouloir, nous fîmes tous volte-face. Un monsieur d'environ 45 ans, dont le visage en lame de couteau m'avait déjà frappé sur le pont promenade, par son étrange teint pâle, presque crayeux. Il avait dû s'approcher de nous durant les dernières minutes, tandis que nous étions entièrement concentrés sur notre problème. Il ajouta très vite à nos regards, « Si vous damez le pion maintenant, il va vous attaquer aussitôt avec le fou en C1. Vous le reprendrez avec le cavalier, mais entre-temps, il ira en D7 avec son pion libre. Il menacera votre tour, et même si vous faites échec avec le cavalier, vous serez battu en 9 ou 10 coups. C'est presque la configuration qu'Alekhine a inaugurée face à Boljugov en 1922,
au grand tournoi de Pistia. La suite au chapitre 6.